Bonsoir à tous, merci de venir ici. Donc, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu, n'est-ce pas Stéphane, en physique comme ça, dans cet amphithéâtre de la Fédération bancaire française, à l'occasion donc de la publication de ce supplément de Revue Banque, donc pour ce forum des auteurs qui nous réunit donc tous les 6 mois, donc à l'initiative de Revue Banque, à l'initiative de l'association des marchés financiers, la MAFI. 4 mois de guerre à quelques jours près. Donc maintenant, le président de la République se trouvait aujourd'hui en Ukraine. Vous avez probablement vu cet événement. Au-delà du terrible bilan humain, et on l'avait vu dès les premiers jours, pointait donc un certain nombre de questions qui sont apparues très très rapidement, donc que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, celui de la dépendance vis-à-vis du gaz russe, et accessoirement d'un blé venu de cette région. On pourra en reparler évidemment. Question aussi autour d'une possible sobriété qui pourrait être demandée aux Européens, bien sûr. Et puis, question aussi sur la nécessité ou pas d'accélérer le fameux Green Deal européen, évidemment. Tout ça, ça fait beaucoup de questions. Donc, avec des temporalités qui sont différentes. Quelque part, c'est comment gérer le court terme né de cette invasion russe en Ukraine, bien sûr, et puis s'installer aussi dans le même temps, dans le long terme, donc justement, donc de la transition énergétique. Alors, est-ce que cette crise actuelle, cette guerre rebat les cartes? Comment les responsables politiques, comment les marchés financiers donc, vont se projeter dans l'après? Parce que vous le savez évidemment mieux que quiconque, le secteur financier, il est essentiel pour la souveraineté énergétique, pour accompagner aussi cette transition. Transition verte, guerre en Ukraine. Quel marché de l'énergie demain? Donc c'est l'objet de ce hors-série donc de Revue Banque. C'est la thématique qu'on vous propose donc à l'occasion de la sortie de ce supplément. Et vous allez pouvoir encore une fois entendre les meilleurs. Et pour ce retour en physique, on vous a gâtés. On salue tous ceux qui nous accompagnent à distance via Webex, qui pourront également poser des questions. Vous aurez la parole dans la salle également. Je vous présente donc Stéphane Giordano, qui est avec nous, président de la MAFI, co-organisateur. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabrice. Professeur à Paris School of Business, auteur des Voix de la puissance. Voilà, vous pourrez retrouver ce livre tout à l'heure et Frédéric pourra vous le dédicacer, bien entendu. 5, 6 réimpressions déjà? 6, mais ça c'est grâce à Vladimir. Si on veut. C'est de l'humour noir. Oui. Heureusement qu'il n'y avait pas le micro, comme ça tous les gens qui sont à distance n'ont pas pu entendre. Donc, voilà. Frédéric Ancel qui organise donc les rencontres de géopolitique chaque année à Trouville. Donc ce sera début octobre, le premier week-end d'octobre. Anne-Sophie Demorny, bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. On est content de vous avoir. C'est la première fois, votre première sortie. Voilà, vous êtes responsable durabilité et gérante de portefeuille obligataire chez MACSF. Et puis je termine avec le professeur Philippe Chalmin. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine, est là aussi un homme totalement d'actualité puisque son rapport, le rapport Cyclope, qui est un peu la Bible des matières premières, le rapport qui fait foi chaque année donc, dans toute l'Europe, il est sorti la semaine dernière, il y a une semaine pile. Absolument, voilà, le 8 juin. Voilà, et vous pourrez le retrouver, les marchés mondiaux. Donc vous avez un petit extrait de ce rapport Cyclope dans le petit livre qui vous est, le petit sac qui vous a été offert. Pierre, s'il vous plaît, prenez la parole juste quelques instants là pour nous accueillir. Voilà, au nom de Revue Banque, bien sûr, c'est le secrétaire général de Revue Banque. On applaudit Pierre Coustol, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bon, écoutez, merci Fabrice. Pour cette mise en jambe, je voudrais remercier effectivement tous les intervenants qui nous rejoignent ce soir. Ce numéro ce supplément de Revue Banque a été décidé justement quelques jours avant les 4 mois, il faut le dire, donc quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Donc on a joué effectivement avec une actualité assez particulière. Je pense que ce sujet était d'actualité, il était très important au moment où on l'a évoqué. Il est évidemment, il y a une actualité effectivement brûlante aujourd'hui et ça a changé. Alors je voudrais rappeler effectivement
effectivement, comme le disait à l'instant Fabrice, que ce forum est organisé en partenariat avec la MAFI, donc qui nous est un partenaire très fidèle pour l'ensemble des suppléments de la revue Banque que nous publions et pour les forums des auteurs que nous organisons à l'occasion de l'apparition de chacun de ces suppléments. Donc c'est un élément important et je voudrais les remercier également fortement. Et puis signaler que ce supplément, il est paru sous la direction éditoriale de Sylvie Guyoni, qui nous a rejoint il y a maintenant 4 mois, qui nous a rejoint à la direction des activités éditoriales de Revue Banque, et c'est donc son premier supplément, et il y en aura beaucoup d'autres. Et bienvenue à Sylvie, donc, voilà. S'il vous plaît. Merci. Bien, merci beaucoup, mon cher Pierre. Alors, Stéphane Giordano, donc co-organisateur donc, de ce forum des auteurs, on est content de se revoir. Oui, pourquoi avoir choisi ce thème, justement, Stéphane Giordano ? Alors, au moment où on a fait le choix de ce thème-là, on avait déjà de manière évidente en tête toute la question de la transition énergétique, pour laquelle les marchés financiers ont évidemment un rôle primordial à jouer en termes d'allocation de ressources. Les marchés financiers, en effet, vont être absolument critiques pour s'assurer de canaliser un certain nombre d'investissements vers des projets qui vont permettre d'assurer la transition industrielle vers des modes de production, des modes de consommation qui soient moins consommateurs d'énergie et qui permettent également d'avoir une énergie moins carbonée. Pour mémoire, le plan de recovery qui avait été établi par la Commission européenne en 2020, donc dans les premiers temps de la crise Covid, établissait des besoins de financement à hauteur de 470 milliards d'euros par an pour le verdissement de l'économie. Donc ça, on l'avait en tête, et on avait en tête qu'on était sur un enjeu de moyen-long terme, mais avec la nécessité de prendre des virages assez serrés, parce que, comme nous le rappellent par ailleurs assez régulièrement les rapports des uns et des autres, on n'a pas, quand on dit qu'on veut être neutre carbone en 2050, ça ne veut pas dire qu'il faut se réveiller en 2049. Il va falloir qu'on aille quand même relativement vite pour adopter un certain nombre de changements et pour adapter nos industries. Mais déjà, lorsqu'on a fait cette décision-là, il y avait déjà des tensions importantes sur un certain nombre de marchés de matières premières, parce que même si les Russes n'avaient pas encore agressé l'Ukraine à ce moment-là, enfin pas davantage qu'ils ne l'avaient fait en 2014, on voyait bien déjà poindre des tensions importantes, et on savait que les marchés financiers, spécifiquement financiers, les marchés commodities en particulier, pouvaient subir des chocs assez importants. Et c'est ce qui s'est passé à partir du 24 février avec des pics début mars qui questionnent assez fortement sur le fonctionnement des marchés financiers. On a eu deux types d'événements notables, enfin 3 types d'événements notables sur les 3 grands types de marchés de matières premières. Les marchés des céréales qui ont connu des pics de prix extrêmement importants, avec une vraie inquiétude, et le professeur nous en parlera évidemment plus en détail. Sur le marché des métaux, on a eu un fonctionnement extrêmement problématique du LMI, on y reviendra également, avec des trades qui ont été annulés, ce qui là aussi pose des vraies questions sur le fonctionnement des marchés. Et enfin, sur le marché des matières premières énergétiques, des choses qui là aussi interrogent un petit peu, puisqu'on a eu des entreprises qui étaient en bonne santé par ailleurs, et qui ont pu être mises en difficulté, alors pas jusqu'au défaut fort heureusement, mais qui ont pu être mises en difficulté par le mécanisme même de la compensation, alors précisément que ce mécanisme de la compensation vise à évacuer le risque systémique en le logeant dans une entité particulière, qui est la chambre de compensation, qui répond à des règles et une supervision particulière, et dont la mise en place, on le rappelle, de manière systématique, répondait à la crise de 2008.
Alors justement, Philippe Chalmin, les questions posées par cette guerre dans l'instant présent, et Stéphane l'a abordé il y a quelques instants, quel panorama on peut faire? Parce que c'est vrai que le prix des matières premières énergétiques avait été déjà à la hausse dans un contexte de reprise économique mondiale d'après-Covid. Si on doit brosser un panorama très furtif, très court, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à toutes les matières premières, tout est dans le cyclope que vous avez rédigé, le pétrole, le blé, les métaux, qu'est-ce qu'on peut dire justement depuis 4 mois? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la crise, elle a commencé avant. Et que dans bien des cas, la guerre en Ukraine, ça a été le petit plus, la cerise vraiment pourrie, mais sur un gâteau qui était déjà largement préparé. En énergie, la crise du gaz, elle intervient dès 2021. Et le prix du gaz sur le marché européen, il est déjà au plus haut et à des niveaux que nul n'aurait imaginé aux alentours de novembre-décembre 2021. Alors certes, la main russe était peut-être déjà à l'œuvre, mais ça n'était pas si évident que cela. Ce qui est clair par contre, c'est que la guerre a aggravé cette crise par le biais des sanctions, sur le gaz certes, mais aussi maintenant sur le pétrole. Nous avions eu aussi des tensions assez fortes sur les marchés agricoles. Ça, c'était lié non pas à des catastrophes climatiques, mais à l'importance des achats chinois. Et c'est vrai que la perspective, dans un premier temps, du blocage total de la mer Noire, puis dans un deuxième temps, seulement, entre guillemets, de l'Ukraine, a provoqué une flambée des prix. Tout le monde se focalise d'ailleurs sur la question du blé. La question du blé n'est pas la question centrale. Sur les 20 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées aujourd'hui en Ukraine, il n'y a que 4 ou 5 millions de tonnes de blé. Le reste, c'est surtout du maïs pour l'alimentation animale. Il n'en reste pas moins que la hausse des prix participe à cette crise alimentaire mondiale qui est réelle, mais qui, dans nombre de pays, est une crise de la pauvreté. Enfin, en ce qui concerne les marchés des matières premières industrielles, qu'elles soient minières ou d'origine agricole, là aussi, le gros de la crise avait démarré avant. Il y a eu effectivement l'épisode intéressant, amusant, c'est moi qui parle, hein, je ne suis pas sur les marchés, moi. Mais amusant, ce qui s'est passé dans le petit matin de l'aube blême asiatique le 8 mars au matin. Je vous rappelle que la veille, le LME avait clôturé à peu près à 40 000 $ la tonne pour le nickel et que pendant quelques heures, en Asie, il a culminé à 100 000 $. On a eu un changement des règles du jeu et peut-être pour les plus anciens, dont je fais partie, cela leur rappellera-t-il exactement ce qui s'était passé sur le marché du sucre à Paris en 1974. Le marché avait flambé et on avait changé les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on avait décidé, on ferme le marché et puis on met ensuite un cours de clôture et de liquidation qui était à peu près la moitié des prix que l'on avait atteints. C'est-à-dire qu'on a sauvé la peau des perdants, mais on a frustré les gagnants. Et vous savez qu'un certain nombre de fonds s'en étaient plaints à l'époque. Ce n'était pas des fonds, c'était des investisseurs étrangers. Ça avait totalement coulé la crédibilité du marché à terme des matières premières à Paris. C'est devenu, je vous rappelle, à l'époque, vous savez où était coté le sucre blanc à Paris? Physiquement. Et non. Physiquement. Non, mais où? La bourse de commerce. La Fondation Pinault aujourd'hui. La rue du Louvre. Oui, vous rentriez et vous aviez à l'époque les salles de cotation du sucre, du café et du cacao. Ça, c'est pour la petite histoire. Je ferme cette parenthèse. Donc, sur les marchés des métaux, on a eu certes l'affaire du nickel, mais globalement, je dirais que l'impact de la Russie, il se passe aussi, là aussi, par le biais des sanctions, ça reste quand même relativement limité et on assiste actuellement à une certaine détente sur les marchés des métaux, celle-ci étant liée à un autre phénomène pour lequel la guerre en Ukraine a quelque influence, c'est-à-dire l'entrée dans une période de ralentissement économique, de stagnation, voire pire en ce qui concerne la Chine. Et là, ce sont les conséquences, bien entendu, du zéro Covid. Donc voilà un petit peu la guerre en Ukraine. Très concrètement, elle a 2 conséquences majeures. 1, énergie. 2, quand même, produits agricoles. Frédéric Ancel, les voies de la puissance. On a évoqué donc ces difficultés d'approvisionnement en matières premières.
Ces matières premières, est-ce qu'elles peuvent être considérées comme des armes? On voit comment la Russie bloque les ports ukrainiens, empêchant évidemment les exportations, voire même détruit des champs actuellement. Est-ce qu'on peut parler d'armes? Alors, la réponse est oui. Et juste avant de poursuivre, je voudrais rappeler dans la foulée de mon collègue universitaire qu'un film était sorti qui s'appelait Le Sucre. Ouais, de Jacques Rouffio. Absolument, absolument. Avec Michel Piccoli et Roger Hanin. Voilà. Et ça, fallait le dire. Et le jeune Depardieu. Piccoli jouait le rôle de Maurice Varsano, le roi du sucre, et Depardieu était un petit remisier qui essayait de placer des contrats de sucre auprès du dentiste de Carpentras ou de tous les gens qui avaient un petit peu d'argent à placer. Absolument, juste après son rôle dans Les Valseuses. Alors, revenons à nos moutons. Oui, alors, à la guerre, Fabrice, tout est bon à prendre. Bon, bien évidemment, entre guillemets. C'est-à-dire, on fait feu de tout bois. Et c'est vrai depuis la haute antiquité, qu'il s'agisse de produits agricoles, qu'il s'agisse bien évidemment d'armes, par procuration ou d'armes authentiques. Je me permets de vous rappeler, mais vous le savez, encore que beaucoup d'entre vous étaient trop jeunes pour avoir connu le 11 septembre, un avion est devenu une arme. Donc, arme par destination ou par procuration, ou arme réelle en quelque sorte. On peut également jouer sur des humains, après tout. Les réfugiés sont une arme. C'est une arme aux mains de la Turquie ou de la Biélorussie récemment. Il y a quelques années de cela, la Turquie auparavant et de nombre d'États d'Asie et d'Afrique encore auparavant. Donc je vous dirais que, pour vous répondre très concrètement, cher Fabrice, qu'aujourd'hui on assiste à un scénario archi connu, c'est-à-dire que Vladimir Poutine joue, et il le sait, et il le savait parfaitement, qu'il allait pouvoir en jouer des céréales, entre autres, autant que de l'artillerie lourde. Alors, il s'en sert comme arme, avec des conséquences quand même qui peuvent être totalement dramatiques. Est-ce qu'on peut voir arriver des émeutes de la faim ou pas dans d'autres pays, sur d'autres continents? Je pense évidemment à l'Afrique. Alors, notamment à l'Afrique, c'est d'ailleurs entre autres ce qu'ils cherchent. Petite incise, les vaccins plus ou moins efficaces, plutôt moins que plus d'ailleurs, produits en Russie et en Chine, ont été également des armes. Et des armes négatives ou positives. C'est-à-dire qu'on proposait à des États qui nécessairement allaient voter favorablement à l'Assemblée générale des Nations Unies telle ou telle résolution, on leur proposait de leur offrir ou de leur vendre à bas coût, je n'ai pas fait exprès, là pour une fois c'est pas de l'humour, des vaccins qui à la fin des fins de toute façon ne sont pas très utiles. Mais donc il y avait aussi une diplomatie ou une guerre, une utilisation, une instrumentalisation du vaccin également. Et pour ce qui concerne la partie émeute de la faim, Afrique. Alors ça, moi, j'ai en tête non seulement le printemps arabe de 2010-2011, dont le moteur principal a été social et non pas politique. En tout cas, davantage que politique. Alors, c'est notamment vrai pour la Tunisie, avec le pauvre Bouazizi qui s'est immolé par le feu pour des raisons sociales et non pas politiques. En Égypte, Moubarak était tombé pour des raisons sociales. La moitié de la population vivant avec moins de $3 par jour en Égypte, ça ne peut qu'à terme, d'une manière ou d'une autre, provoquer une forme d'instabilité. Et je me permets de rappeler que dans ce même monde arabe, dès la fin des années 70 et le début des années 80, et notamment les années 80, et je parle sous contrôle, avec la détérioration des termes de l'échange en défaveur donc des pays producteurs, notamment en Afrique, de céréales et d'autres productions d'ailleurs agricoles et vivrières, eh bien, on a eu les émeutes de la faim, qu'on appelait parfois émeutes du pain. Et de la Tunisie à l'Irak et de la Jordanie à l'Algérie, effectivement, on a eu une période de déstabilisation permanente du régime politique, beaucoup plus sur des questions, encore une fois, sociales et parfois alimentaires que politiques. Et puis alors, d'un mot, je vous rappelle qu'en 1788, il y a une crise frumentaire extrêmement grave en France, et ce sera l'une des variables, ce n'est pas la seule, mais ce sera l'une des variables explicatives de la Révolution l'année suivante. Philippe. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand le peuple de Paris va à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est tout simplement que le peuple de Paris a faim. Alors, ceci étant, je n'aime pas ce mot « émeute de la faim », il faut parler d'émeute de la pauvreté. C'est ça le véritable problème. C'est qu'en fait, dans tous ces pays, le prix de l'alimentation est subventionné. Le prix du pain est tellement bas en Égypte qu'il était, à une époque, plus intéressant pour les consommateurs de le donner aux animaux pour les nourrir plutôt que d'acheter de l'alimentation pour les animaux. Donc, le problème majeur dans tous ces pays, c'est
d'avoir non pas des politiques agricoles, c'est d'avoir des politiques alimentaires, c'est de maintenir dans des villes susceptibles de faire des révolutions, de maintenir un coût de l'alimentation relativement bas. Et donc, c'est l'impact indirect de la guerre, mais pas seulement de la guerre en Ukraine. Je vous l'ai dit, le premier élément, ça a été l'importance des achats chinois en 2021. Je vous donne juste un exemple. La même cargaison de blé russe, la même qualité, FOB, port de la mer Noire, et donc librement accessible. Entre le 24 mai 2021 et le 25 mai 2022, cette cargaison coûte $160 de plus. Donc voilà l'augmentation. Alors les Algériens, ils touchent de l'argent et ils ont augmenté leurs recettes sur le gaz et le pétrole, ça peut passer. Les Égyptiens, les Tunisiens, ils n'ont pas ces possibilités. Les pays d'Afrique subsaharienne non plus. Et donc, en réalité, nous ne sommes pas confrontés à une crise alimentaire, nous sommes confrontés, comme toujours d'ailleurs, à des crises de malgouvernance. Et soyons honnêtes, aujourd'hui, si vous dégagez les ports ukrainiens, vous ne changerez pas très profondément l'équation. Vous ne changerez pas profondément l'équation sur le marché du blé. J'insiste bien sur la différence qu'il y a entre blé et céréales. Le blé, c'est pour l'alimentation humaine. Le gros, quand même, de la production ukrainienne, c'est du maïs. Et ce maïs, il est destiné, par exemple, aux petits cochons espagnols qui servent à faire du jambon, excellent par ailleurs, mais aussi qui ont fait de l'Espagne le premier exportateur de viande porcine vers la Chine. Ma vraie question aujourd'hui sur la situation céréalière mondiale, ce n'est pas tant... Est-ce que les ports ukrainiens vont être débloqués? Ils ne le seront pas. L'Ukraine va probablement arriver, avec l'aide de l'Europe, je l'espère, à développer des couloirs d'exportation ferroviaires, puis des barges sur le Danube et par les ports roumains. D'habitude, l'Ukraine peut exporter 6 millions de tonnes de céréales par mois. On peut espérer qu'ils vont arriver à 2 millions de tonnes. Ils avaient pratiquement terminé leur campagne d'exportation de blé. Donc, qu'est-ce qu'il restait à exporter? Pour l'essentiel du maïs, et puis de la graine et de l'huile de tournesol. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais à l'heure actuelle, la vraie question que nous nous posons tous sur les marchés, c'est de savoir quel va être le niveau des importations chinoises. Et c'est à ce niveau-là que l'on verra si véritablement les situations vont être tendues. Pour l'instant, les conséquences tant des tensions de l'année dernière, plus de l'Ukraine, c'est essentiellement par le biais des marchés qui n'ont pas si mal fonctionné que cela en ce qui concerne les céréales. Et donc, le fait que des importateurs doivent payer 150$ la tonne de plus que ce qu'ils payaient l'année dernière. Juste pour toujours la gestion du court terme de l'après-invasion, la Chine va prendre le relais. Parce que dès les premières minutes, il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Russie. Et ce que vous dites dans votre livre, Les voies de la puissance, Frédéric Ancel, vous avez dépeint le pays avec les faiblesses d'une grande puissance pauvre et rentière. Bon, n'empêche, à un moment, elle n'a pas pu exporter un maximum de choses vers l'Ouest. Est-ce que la Chine a pris le relais, va prendre le relais? Seulement dans une certaine mesure. Ouais. D'une part. D'autre part, a un coût extrêmement intéressant pour elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, la Chine soutient la Russie, peut-être pas comme la corde soutient le pendu, mais en réalité, sur le plan diplomatique, on a bien vu au Conseil de sécurité des Nations Unies, puis à l'Assemblée générale des Nations Unies, à 2 reprises, une abstention de la Chine, d'une part. D'autre part, on se souvient de l'appel téléphonique personnel de Xi Jinping à M. Zelensky, considéré, je vous le rappelle quand même, comme un chef nazi par l'allié prétendu de la Chine, c'est-à-dire M. Poutine. Et enfin, aujourd'hui, la Chine achète un certain nombre de surplus, effectivement, par rapport à ce qu'elle a besoin immédiatement, mais à des prix extrêmement bas. Autrement dit, pour la Russie, la compensation est relativement faible. Et j'ose croire que Poutine, comme sur d'autres théâtres d'opération, à commencer bien sûr par l'Ukraine et par l'Europe, a mésestimé la Chine, en l'occurrence dans le sens de la surestimation. Je pense qu'il a surestimé le soutien massif de la Chine. Le soutien de la Chine n'est pas massif et je pense que les Chinois finiront par perdre patience si la guerre s'enlise. Pourquoi? Parce que cette histoire, politiquement et économiquement, leur coûte cher. J'insiste, notamment
politiquement, puisque c'est un État souverain qui a été envahi, merci beaucoup, reconnu bien évidemment par la Chine, qui avait d'excellentes relations avec la Chine. Or, l'axe géopolitique fondamental de la Chine depuis 1949, c'est le respect de la sacro-sainte souveraineté des États. Anne-Sophie de Morny, quand un conflit intervient comme ça, comment est-ce qu'on gère dans vos activités la notion de court terme? On va parler dans un instant du long terme, justement, comment les cartes vont être battues, comment est-ce qu'on va accélérer ou pas sur le Green Deal, comment la finance va se mobiliser, on va en parler largement avec Stéphane, bien entendu. Le court terme, comment on gère ça? Alors nous, c'est vrai qu'on est plutôt investisseur long terme en tant que compagnie d'assurance, et nous, le gros de l'actif, c'est l'assurance vie, donc on essaie d'avoir une vision un peu plus long terme, et c'est vrai qu'on est assez solide financièrement pour traverser ces périodes-là, et le fait d'avoir intégré il y a quelques années une analyse extra-financière, donc ce qu'on appelle ESG, donc d'intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance, ça nous a permis d'être sous-exposés à ces zones controversées. Et du coup nous laisser un peu de temps pour voir l'impact sur les entreprises, mais effectivement à court terme c'était du coup un peu plus confortable pour nous. L'impact sur les entreprises, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, l'impact sur la trésorerie des entreprises, Stéphane Giordano, l'impact sur les marchés actions. Alors, l'impact qu'il y a eu sur la trésorerie des entreprises, ça a été assez concentré quand même sur les énergéticiens. Ça a été extrêmement brutal, mais assez concentré. Et comme l'a rappelé le professeur Chalmin, ça avait commencé avant février 2022. Pour mémoire, il y a un des grands énergéticiens allemands, qui fait partie d'un groupe finlandais qui s'appelle Uniper, qui avait levé 10 milliards fin 2021, déjà pour faire face à l'augmentation, aux effets de l'augmentation des coûts des matières premières énergétiques. Des boîtes comme EDF ont également eu à subir des tensions assez fortes sur leur trésorerie. Et ça questionne clairement les marchés financiers sur un certain nombre de modalités de fonctionnement de ces marchés-là, et notamment, comme j'ai pu déjà le mentionner, de la compensation. Après, il y a vraiment le fait que la crise actuelle fait se percuter des contraintes de court moyen terme et des contraintes de long terme. Sur le long terme, on sait qu'on doit investir sur les énergies renouvelables. Après, il y a des questions qui peuvent se poser, qui sont en réalité essentiellement idéologiques, pas réellement écologiques. Est-ce que le nucléaire fait partie des énergies renouvelables? Mais fondamentalement, voilà, on sait qu'on doit investir vers des productions d'énergie décarbonées, qu'on doit investir massivement en la matière. Et sur le court moyen terme, on a un autre défi qui est que la Russie joue avec le robinet de manière très consciente et plutôt efficace, avec comme perspective de créer des difficultés pour notamment l'Europe à l'échéance de cet automne et de cet hiver. Et donc, pour les pays européens, se pose la question de rediriger un certain nombre d'investissements éventuellement pour obtenir des fournitures de gaz alternatives, mais qui là aussi suppose un certain nombre d'investissements parce que on n'a pas en la matière des gazoducs. Il va falloir avoir des infrastructures LNG, donc des bateaux, des terminaux, etc. Et ça suppose là aussi des investissements potentiellement importants. Donc c'est une des difficultés qui se posent pour les États. C'est évidemment une difficulté pour les entreprises du coup, parce qu'elles sont pressées d'investir sur le long terme à la décarbonation, mais en même temps, il faut bien gérer le court moyen terme parce que là-dessus, on est dans une situation où on ne va pas avoir énormément de choix. Alors c'est intéressant ce que vient de dire Stéphane Giordano, Philippe Chalmin, parce que ça va nécessairement poser peut-être de nouvelles orientations. Quels virages stratégiques vont être imposés par le conflit? À quoi va ressembler le paysage énergétique quelque part dans le futur après cette guerre? Enfin, après cette guerre, pour l'instant, on n'en parle pas, mais enfin, en tout cas, voilà, il faut se projeter vers le long terme. Est-ce que les cartes sont rebattues? Alors, je voulais juste, avant de répondre à votre question, donner un tout petit exemple sur les problèmes de trésorerie que peut poser la situation à des entreprises, notamment à des entreprises de négoce. Un des plus gros négociants mondiaux en énergie, c'est Trafigura.
Trafigura, ils traitent actuellement à peu près 7,5 millions de barils de jour de pétrole et de produits pétroliers. Ils sont dans le gaz, etc. Ils ont, à l'heure actuelle, des lignes de trésorerie de 75 milliards de dollars. L'année dernière, ils étaient à 34 milliards de dollars. Voilà. Alors, Trafigura, je pense que les banquiers les financent à peu près les yeux fermés en se disant c'est du tout garanti, bon, mais ça vous donne simplement un ordre de grandeur. Je réponds à votre question. Est-ce qu'on change d'univers ? Certainement. Et de toute façon, c'est une bonne chose. Car il faut reconnaître que la transition énergétique, telle qu'elle avait été conçue, telle qu'elle avait été développée, en particulier chez nos voisins allemands, puisque nous, en France, on est un cas un peu particulier. Nous, on avait le nucléaire, donc on n'est pas allé très très vite sur les renouvelables, et on était loin derrière, les Allemands nous méprisaient, etc. Le modèle de transition énergétique à l'allemande, c'était le suivant. Pour des raisons idéologiques, nous ne voulons pas du nucléaire. On va essayer quand même de sortir du charbon. On y est attaché, mais c'est pas bien, donc on va sortir du charbon. Donc, si possible, plus de charbon, certainement pas de nucléaire. Et je vous rappelle qu'au 1er janvier dernier, l'Allemagne a fermé 3 de ses 6 centrales nucléaires. Nous ne voulons pas non plus de ce gaz naturel liquéfié, parce qu'en fait, ce sera du gaz américain, c'est du gaz de schiste, et pour des raisons idéologiques, c'est pas bien non plus. Donc, on va tout mettre sur le renouvelable. Solaire, éolien. Ah, oui, mais... Et en plus, nous poussons aussi à l'électrification des économies. Très bien. Seul petit problème, le renouvelable, c'est aussi de l'intermittent. Donc, il nous faut quelque chose pour assurer le fond de production quand il n'y a pas de vent ni de soleil. Et je vous rappelle qu'une des raisons de la crise du gaz l'année dernière, ça a été la panne de vent, en particulier dans le nord de l'Europe. Donc sur quoi va-t-on bâtir notre modèle ? Sur du gaz naturel. Et ce gaz naturel, si ce n'est pas du GNL, ce sera du gaz russe. Mais c'est merveilleux, nos amis russes sont là. Et puis le gaz, ça vaut pas cher. À l'époque, le prix du gaz sur toutes les années 2010, il s'est baladé entre 5 et 15 euros le mégawatt. Donc c'était génial de ce point de vue-là. Et lorsque les Russes disaient « Oh, écoutez, c'est quand même embêtant, vous savez, ce tuyau qui passe par l'Ukraine, par la Pologne », les Allemands disaient « Mais qu'à cela ne tienne, on va vous construire pour vous spécialement un très joli tuyau qui va passer sous la Baltique, Nord Stream, et ce sera merveilleux. Et même notre ancien chancelier prendra la présidence de Nord Stream. » Donc, nous avons finalement mis en place un modèle de transition énergétique sur lequel on a mis la tête sur le bio du gaz russe. Et quand Vladimir est arrivé avec la hache, on commence à couiner. Bon, il me semble que justement, la crise que nous vivons aujourd'hui, avec en plus un modèle de formation du prix de l'électricité qui s'est avéré, certes intéressant au début, puisqu'il favorisait le renouvelable, mais aujourd'hui, le prix de l'électricité, je vous le rappelle, il est totalement corrélé sur le prix du gaz. Donc, on est vraiment dans un corner, et c'est de ce corner que nous allons sortir, et je l'espère, avec les honneurs. D'abord, c'est peut-être désidéologiser un petit peu la transition énergétique et se dire que le nucléaire, c'est pas le diable, que le gaz de schiste, lorsqu'il est bien produit, ça reste du gaz. Donc, c'est une énergie fossile, mais c'est peut-être la moins pire de toutes les autres. Et donc, que nous allons aller vers un modèle de transition énergétique dans lequel il y aura toujours du renouvelable, mais peut-être d'autres renouvelables aussi. Moi, je crois beaucoup à la biomasse. Que nous allons surtout faire d'énormes efforts en termes de stockage et de transport de ces énergies renouvelables, donc de cette électricité. Et c'est là que l'hydrogène peut jouer un rôle tout à fait fondamental. Et puis, entre-temps, on ne peut pas abandonner du jour au lendemain notre dépendance au gaz. Donc, on reste dépendant du gaz russe, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a un goulot d'étranglement. On pourrait se dire, c'est pas un problème, on paiera, mais on va importer du GNL. Pour l'instant, nous avons un goulot d'étranglement qui sont les capacités de regazéification. Il n'y en a pas en Allemagne. On peut toujours essayer de louer ce qu'on appelle des FSRU, des Floating Stocking and Regasification Units, qui sont en fait d'anciens méthaniers que vous utilisez pour regazéifier votre gaz liquéfié. Ceci étant, ça coûte cher, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, ça prendra du temps. Et malheureusement, je ne pense pas que nous ayons totalement levé notre dépendance au gaz russe
à l'automne prochain. Et ça, Frédéric Ancel doit le connaître mieux que moi. Allez-y, Frédéric. Oui, deux points. D'abord, les Allemands, avec Siemens, se sont cassés les dents au Sahel. Ils ont essayé effectivement de produire énormément d'énergie à partir du solaire. Il n'aura échappé à personne qu'il fait relativement beau en général au Sahel. Enfin, beau, je ne devrais pas dire ça d'ailleurs. Il y a du soleil, mais en réalité, c'est pas, ce terme est touristique pour nous. Et là-bas, c'est une véritable catastrophe. Et en fait, on sait pas bien faire. Et on ne sait pas transporter l'énergie solaire. Et puis, il se trouve que les industries ne se trouvent pas au Mali ni au Niger. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en fait, Siemens avait vu trop grand. Le charbon, non seulement les Allemands le maintiennent, y reviennent, mais ils font du lignite. Enfin, d'un point de vue environnemental, c'est juste pire. Catastrophique, mais c'est aberrant. Non, mais à force d'être verts, ils ont sombré dans le noir. Voilà. Donc, mais c'est juste. Et par ailleurs, entre l'Allemagne et la Russie, depuis le traité de Rapallo, on était en 1922, en réalité, jusque et y compris, petit rappel historique qui vaut ce qu'il vaut, jusque et y compris de 39 à 41, les deux économies étaient parfaitement complémentaires et de part et d'autre, on importait et on exportait ce qu'on n'avait pas respectivement. Et ça, on a poursuivi cette politique jusqu'au 24 février 2022. Et je pense que de ce point de vue-là, les Allemands vont être obligés de s'adapter de manière extrêmement lourde, massive, importante, et effectivement, quelque part, de changer de paradigme idéologique. C'est important, là, ce qu'on leur demande pour le coup. Mais s'adapter seul ou s'adapter tous ensemble? Est-ce que ça va être le moment ou pas d'accélérer quelque part le déploiement d'une stratégie européenne, alors en direction de nouvelles énergies, l'hydrogène, d'énergie renouvelable? Anne-Sophie Demorny, Stéphane Giordano juste après. Question justement, comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça va accélérer aussi toute cette stratégie vers les énergies renouvelables? Déjà, l'Europe a quand même enclenché beaucoup de chantiers pour essayer de réorienter le financement vers les énergies renouvelables. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on a beaucoup de comptes à rendre, de transparisation sur effectivement comment on réaffecte nos investissements, les entreprises aussi. Avec tous les règlements à venir, notamment taxonomie, qui va nous donner un peu plus de lumière sur le sujet. Donc les choses se mettent en place, mais effectivement c'est long et puis c'est tellement d'acteurs à changer que voilà, il faut aussi un peu de temps pour que tout le monde s'adapte. Stéphane Giordano. Alors avant de dire quelques mots là-dessus, je dirais juste que j'aime beaucoup l'Allemagne et les Allemands. Je crois que tout le monde ici. Ce qui n'empêche pas de pointer certaines incohérences, comme l'a fait voilà, donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, le problème de l'Allemagne, c'est que sur ce dossier-là, comme sur beaucoup d'autres dossiers, ils sont en dessous de tout dans la gestion des dossiers européens. Ils ont géré exclusivement leurs intérêts nationaux. Et c'est dramatique, ça a des conséquences aujourd'hui dramatiques pour eux et pour les autres pays. Alors, je ne reviendrai pas, je dirai rien de la question du soutien à l'Ukraine, dans laquelle ils ont une position qui est honteuse, objectivement. Mais sur la question de la transition énergétique, ils ont eu une gestion qui a consisté typiquement pour faire accepter la dépendance au gaz, qui a consisté à bloquer la reconnaissance du nucléaire pour l'ensemble de l'Union européenne et à faire en sorte qu'on a un dossier qui est arrivé dans lequel on a complètement ficelé ensemble la question de la reconnaissance du gaz dans le cadre de la taxonomie et la question de la reconnaissance du nucléaire dans le cadre de la taxonomie. Pour être sûr que si jamais l'un des deux était jeté à l'eau, l'autre se noie avec. Ce qui est assez aberrant objectivement. Et les circonstances actuelles montrent à quel point c'est aberrant. Donc là-dessus, il va falloir que l'Allemagne évolue dans ses positions, mais au-delà de ses positions sur le cas d'espèce, il va falloir que l'Allemagne évolue dans sa vision européenne. Il faut qu'à un moment donné, l'Allemagne assume le fait que le poids de son économie fait qu'elle ne peut pas se préoccuper seulement de son économie et de sa vie intérieure. Frédéric Ancel, pourquoi ce cavalier seul? Pourquoi cet égoïsme limite je partage absolument ce qui a été dit. Sur le volet stratégique, depuis le 24 février, on constate quoi? 100 milliards sur la table pour la défense. Oui, la défense de qui?
La défense de l'Allemagne, puisque la constitution de l'ex-RFA en 1949, mais qui prévaut aujourd'hui pour l'Allemagne réunifiée évidemment, interdit toute projection de puissance à l'extérieur. Alors ça me fait bien plaisir qu'ils mettent 100 milliards sur la table, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'est qu'un rattrapage par rapport aux 20 dernières années où ils ne respectaient absolument pas du tout ce qui était demandé par l'OTAN, à savoir 2% de dépenses de défense. Voilà, ils étaient à 1,1, 1,2. Avec Merkel, on a glorieusement arrivé à 1,3. Bon, nous, on mettait 2. Et donc, ce n'est que du rattrapage. Mais pour l'instant, ce n'est que pour eux. Et puis alors, là, pour le coup, c'est même plus une cerise sur le gâteau, c'est le gâteau entier. Ils achètent des avions américains. Bon, en réalité, ce qu'ils font, c'est renforcer l'OTAN. Mais l'Europe puissance aujourd'hui n'est absolument pas pensée par les Allemands. C'est pire qu'un impensé. C'est une détestation idéologique en quelque sorte. Hein. Non pas qu'ils ne se sentent pas européens, mais en réalité, ils ne font rien d'autre sur le plan réel du développement d'une Europe puissance que de parler avec, allez, une petite nuance, une petite moyenne nuance, vous l'apprécierez, lorsque Emmanuel Macron a tenté et a réussi à convaincre Angela Merkel, d'abord à la convaincre elle, et puis elle-même de convaincre les gens sérieux, comme on les appelle, les gens du Nord, là, les gens très sérieux, il y avait les cigales, les fourmis, les Autrichiens. Voilà, c'est ça, les Néerlandais. Les frugaux, voilà. Bravo. Lancer un grand plan de relance européen, à base en gros d'emprunt. Bon, là, de ce point de vue-là, franchement, c'était pas gagné. Les Allemands l'ont fait. Alors, je ne suis pas naïf, ça leur rapporte aussi. Mais objectivement, je pense que c'était plus important encore pour les États du Sud. Je mets la France dans les États du Sud maintenant, parce qu'on a vraiment décroché. Bon, alors, sauf cette nuance-là, et on le voit tous les jours avec la crise ukrainienne, les Allemands, pour l'instant, n'assument en aucun cas leur responsabilité de première puissance économique d'Europe, et de loin, et de plus en plus loin, première puissance économique d'Europe. Oui, alors maintenant, clairement, il se passe quoi? Parce que là, une fois qu'on dit que les Allemands font cavalier seul... Oui, pardon, j'ai touché le bout, fallait pas. Une fois qu'on a constaté que les Allemands faisaient cavalier seul, est-ce que malgré tout, cette guerre menée en Ukraine par la Russie, ça sera l'occasion ou pas d'accélérer sur le Green Deal européen qui, on va le rappeler, ambitionne de porter à 40% en 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique? Philippe? Je pense qu'alors là, de ce point de vue-là, ça va jouer un rôle d'accélérateur. Mais on a tous le même objectif, qui est celui que, à la fin de ce siècle, en Europe, et si possible dans le reste du monde d'ailleurs, nous n'utilisions plus d'énergies fossiles et carbonées. Bon, simplement, il y a des gens qui pensent que d'un coup, d'un seul, ça va être possible. Alors qu'on sait très bien que le temps du renouvelable est un temps long, que la première génération du renouvelable, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, ça a ce problème d'être intermittent. Donc il faut progresser en matière de stockage, en matière de transport. C'est là où l'hydrogène peut être intéressant. Il y a d'autres renouvelables sur lesquels on peut aller. Je reviens là encore sur la biomasse. Tout ceci va prendre du temps. Et donc, malheureusement, il y a une énergie de transition qui va jouer un rôle fondamental, ça reste le gaz. Sachant que pour certains pays, et la France en fait partie, le nucléaire est une véritable option. Mais là où je frémis, et on disait, est-ce qu'il peut y avoir un élan européen? Peut-être. Mais avez-vous vu que 2 commissions du Parlement européen, hier ou avant-hier, ont voté sur la remise en cause de cette taxonomie qui déjà nous avait surpris? Vous avez tout à fait raison, on avait mélangé l'un et l'autre pour les faire passer, mais pour des raisons que je qualifierais d'idéologiques. Il ne faut pas quand même oublier que les Verts jouent un rôle déterminant dans les équilibres politiques d'un certain nombre de pays. Alors, ce sont, dans un certain nombre de pays, des Verts pragmatiques. Ce n'est pas les Verts de chez nous. Hein, mais les Verts de chez nous, ils ont un immense avantage. C'est comme ils n'arrêtent pas de se quereller les uns les autres, ils se neutralisent. Dans d'autres pays, ils sont non seulement pragmatiques, mais aussi constructifs. Donc, on les retrouve dans les gouvernements. Et c'est vrai que pour eux, le nucléaire, c'est véritablement le chiffon rouge. C'est ce sur quoi ils ne veulent pas transiger. Donc, avoir réintégré le nucléaire, qui n'est pas une énergie de transition. Le nucléaire, à mon sens, est une énergie décarbonée
en tant que tel, qui n'est pas la solution, dont la relance va prendre énormément de temps, donc il ne nous permettra pas de régler des problèmes. Dans les 20 prochaines années, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc j'en reviens à mon gaz. Sur mon gaz, j'en ai besoin, parce que pour l'instant, les renouvelables ne sont pas suffisants, ne sont pas capables d'assurer la permanence de la production. Et on en arrive à ce que, par exemple, je ne savais même pas qu'il y en avait, on a réouvert des mines de charbon en Grèce. Je ne savais pas qu'il y avait du charbon en Grèce. On a réouvert des mines de charbon en Grèce. Et c'est vrai que les Allemands, alors eux, c'est pire, c'est le brown coal, la lignite, qui, d'un point de vue environnemental, est une catastrophe absolue. Et ils préfèrent, et c'est là où l'idéologie, me semble, arriver à un point totalement dramatique, les Allemands préfèrent encore la lignite au nucléaire. Alors un mot, Stéphane et Frédéric. Alors juste un point sur la question nucléaire en Allemagne. Il faut quand même pas penser que c'est complètement de l'idéologie. C'est très largement des intérêts industriels et c'est très largement la prise en compte des intérêts nationaux allemands. On a mentionné les 100 milliards que les Allemands annonçaient vouloir dépenser pour leur défense et on constate très attristé qu'une bonne partie, ça va aller sur du matériel américain et notamment l'achat des F-35. Alors, la raison pour laquelle ils achètent des F-35 plutôt que d'acheter des Eurofighter ou des Rafale, pourquoi ? Parce qu'en fait, le F-35, c'est le seul vecteur autorisé par les Américains pour l'arme nucléaire. Donc, le caractère antinucléaire des Allemands, ils sont antinucléaires pour le nucléaire civil, pas pour le nucléaire militaire. Bon, après, on a un peu plus de soucis avec le nucléaire militaire qu'avec le nucléaire civil. Donc là-dessus, en Allemagne, c'est pas complètement idéologique en réalité. C'est en France que l'opposition nucléaire est idéologique et malheureusement s'appuie sur cette prétendue opposition idéologique en Allemagne, qui en réalité est une opposition fondée sur les intérêts industriels bien compris des Allemands. Frédéric. Oui, on a vu en septembre dernier que nos amis australiens, finalement, étaient peut-être ouverts, à condition que ce soit sous l'eau, bien évidemment, à du nucléaire. Donc du nucléaire civil, certes, mais enfin quand même, très, très, très armé. Une bonne nouvelle sur le gaz, une nouvelle quelque part géographique, d'ailleurs qui est plus si nouvelle que ça. En Méditerranée orientale, on a déjà trouvé, et on continue de trouver des gisements très, très importants. Et les États qui sont souverains sur ces zones d'extraction et de production sont des États globalement amis, voire pour certains alliés. Donc c'est l'Égypte, c'est Israël, ça sera le Liban lorsque le Liban nous fera l'honneur d'être un État, c'est Chypre à condition que M. Erdogan ne tripote pas trop les eaux territoriales qui ne sont pas les siennes. Donc, globalement ça se passe assez bien, et la Grèce. Donc on a pour, mais alors c'est pas du très court terme. D'abord parce que il faut créer de quoi exploiter tout cela. Ça commence seulement à être fait. Et puis ensuite, vous avez un marché intérieur. C'est-à-dire que l'Égypte, qu'on a évoqué tout à l'heure, aura besoin d'une manière ou d'une autre, une grande partie de son propre gaz naturel. Alors cette transition, elle va prendre du temps, nous disait le professeur Schalma il y a un instant. Ça va prendre de l'argent aussi, parce que clairement, Anne-Sophie, Stéphane, le financement, c'est évidemment la pierre angulaire de cette transition énergétique. Le secteur financier, il est essentiel. Racontez-nous, Anne-Sophie, et ensuite Stéphane. Ah oui, c'est sûr que les États ne peuvent pas financer seuls cette transition. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on prend le relais de ce financement, mais c'est aussi très complexe. Enfin, on le voit, les enjeux sont compliqués, les échéances de temps ne correspondent pas forcément à nos horizons d'investissement. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'allier tous ces enjeux-là, et c'est là où l'analyse extra-financière nous permet nous prémunir de ces risques, parce que ça représente des nouveaux risques, nous, dans la gestion, les risques de transition, risques physiques. Donc tout ça, c'est des choses à appréhender, à ajouter dans la gestion, et c'est des sujets très intéressants, mais effectivement qui nécessitent du temps et des fois sont pas forcément en lien avec l'horizon d'investissement qu'on peut avoir. Stéphane Giordano, comment est-ce qu'on finance la transition énergétique dans ce contexte? Quel est le rôle des marchés financiers, de leurs intervenants, les émetteurs, les agences de notation, les investisseurs? En réalité, le sujet, c'est qu'on rejoint là énormément d'autres débats qui sont à l'œuvre. D'une part, il y a la question de la transition et de la façon dont on veut inciter
les financeurs et les investisseurs à réorienter en fait leur financement et leurs investissements vers la décarbonation et vers la transition. Aujourd'hui, et d'ailleurs parce que c'est une première étape qui se fait à relatif bas bruit, en tout cas dans le domaine public, ça alimente l'idée qu'il y a une forme d'inaction climatique, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a des travaux qui sont extrêmement sérieux et qui consomment une énergie considérable dans la sphère financière. Et quand je dis sphère financière, j'entends marché financier et banque ensemble, et enfin je mets les assurances dans les marchés financiers, qui est tous les travaux destinés à la mise en place de la taxonomie, à la définition des standards, avec des débats sur les standards européens, donc EFRAG versus les standards américains / internationaux, donc ISSB, SASB, etc. Il y a des travaux là-dessus qui avancent quand même très vite quand on regarde l'ampleur de ce dont on parle, pour définir le caractère plus ou moins vert des portefeuilles des banques, des portefeuilles des investisseurs, pour définir éventuellement à un moment donné des incitations prudentielles pour l'orientation des financements. Donc là-dessus, il y a énormément de choses qui sont faites. Et par ailleurs, il y a tous les chantiers qui sont en cours pour libérer en réalité un certain nombre de masses d'investissement et pouvoir porter ces masses d'investissement vers précisément des chantiers et des projets de décarbonation. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'Europe reste une économie globalement très, très, très fondée sur le financement bancaire. Moi, je suis employé par une banque, donc je devrais m'en féliciter. Mais en réalité, on sait qu'on doit, en la matière, réussir à faire émerger les marchés financiers comme un autre pilier pour le financement de l'économie européenne. Et là-dessus, on est très en retard, et on est très en retard pour des tas de raisons. On n'a pas réussi à relancer le marché de la titrisation en Europe. On a beaucoup de mal à mobiliser l'épargne des particuliers européens vers des produits à risque. Et tout ça, c'est très problématique. Ça suppose des modifications de comportement extrêmement profonds, y compris de la part des particuliers. Ça suppose des réformes, typiquement des systèmes de retraite, qui sont très polémiques et là encore très idéologiques, mais c'est des choses on aura du mal à aller assez vite en matière de financement de la transition si on ne réussit pas des choses comme l'union des marchés de capitaux, si on ne réussit pas typiquement à mobiliser davantage l'épargne des particuliers européens. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Sophie. Frédéric va nous quitter 20 minutes. Il reviendra justement pour répondre à vos questions, pour signer son livre. Il y a une petite visio. Il ne va pas vous dire avec qui, mais avec une personnalité importante étrangère. Allez-y, Frédéric Ancel, et on vous retrouve juste après. Anne-Sophie, justement, pour faire suite à ce que disait Stéphane, il y a une poignée de secondes. Comment, par exemple, le groupe MACSF a décidé de s'engager dans cette transition en faisant évoluer sa gestion? Dites-nous concrètement, justement. Nous, ces dernières années, depuis maintenant 6-7 ans, on a intégré une couche d'analyse supplémentaire à l'analyse financière de nos investissements, donc cette analyse extra-financière de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc nous, effectivement, la gestion a été complètement transformée. Elle se repose sur 3 piliers. Donc la première, c'est l'intégration de l'ESG. Donc nous, certains investissements, pour vous donner quelques exemples, la poche obligataire, aujourd'hui, 10% de la poche obligataire est dédiée à des obligations responsables, vertes, sociales. Enfin voilà, il y a différents formats. Donc ça, en l'espace de quelques années, ça a été assez vite. Principe d'exclusion, donc ça on entend beaucoup, les politiques charbon, pétrole et gaz dans les investissements, mais c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, de s'interdire de financer des entreprises, ça a été nouveau. Et la taxonomie, par exemple, elle vous apporte peut-être plus de cadres, plus de transparence? Alors, elle est en train de se mettre en place. Bien entendu, parce qu'on a rappelé il y a quelques instants justement que tout ça, il y a des hauts et des bas, il y a des allers-retours, bien sûr. Allez-y. Parce que la taxonomie, c'est vraiment ce dictionnaire d'activités durables d'un point de vue environnemental. Elle n'est pas du tout stabilisée, donc il y a différents objectifs à prendre en compte et tout n'est pas encore pris en compte. C'est un chantier énorme
d'identification des activités au sein des entreprises. Nous, par exemple, en tant que compagnie d'assurance, la taxonomie nous concerne à 2 niveaux. En tant qu'investisseur, donc transpariser la part d'activité durable au sein de nos investissements, et en tant qu'assureur, parce que l'assurance non-vie fait partie de la taxonomie, et du coup, effectivement, transpariser le pourcentage de primes d'activité durable sur la partie non-vie. Donc c'est un vrai chantier. Et la réglementation, en général, elle vous aide justement à évaluer l'impact environnemental de vos investissements? Alors elle nous aide, oui. Elle représente aussi un coût, un coût important de mise en place, parce que forcément, toutes ces nouvelles expertises, c'est assez lourd à mettre en place, et il y a beaucoup de prestataires d'agences de notation extra-financière qui peuvent nous aider. Là-dessus. Il y a un vrai sujet aussi de normalisation de la donnée. On voit bien en fonction des agences de données extra-financières, si elles sont américaines, européennes, il peut y avoir des biais dans les scores. Donc c'est vrai que ça nécessite toujours plus d'investissement financier et du temps pour comprendre tous ces enjeux-là. L'Europe, premier marché mondial de la finance verte, hein, on peut l'affirmer, Stéphane Giordano, elle a une carte à jouer? Alors, oui, très clairement. Et d'ailleurs, l'Europe a pris une forme d'avance dans un certain nombre de domaines. On peut parler des green bonds typiquement, hein, sur lesquels les green bonds standards qui sont définis sont plutôt en avance par rapport à d'autres juridictions. Tout le problème, en fait, quand on a ce genre d'avance-là et qu'on est européen, c'est qu'à un moment donné, le géant américain se réveille. Et il faut essayer de déterminer comment on gère la convergence. Ce qui est jamais complètement évident, parce qu'il y a un vrai risque à ce que les entreprises européennes se retrouvent dans des situations où elles doivent gérer 2 types de standards différents avec des surcoûts qui peuvent être assez considérables. Après, il y a un autre sujet qui est posé par la réglementation européenne, c'est la question de sa territorialité. Et le sujet est double, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la réglementation européenne s'applique à tous sur le territoire européen, c'est-à-dire y compris pour les entreprises non européennes qui entendent fournir des produits ou des services au sein de l'Union européenne. Et ça, il y a un vrai débat qui est en train d'être mené et qui a été mené pendant la présidence française de l'Union européenne. Et puis il y a un deuxième sujet qui est faut-il vraiment imposer les normes européennes aux entreprises européennes lorsqu'elles participent à des projets en dehors des frontières de l'Union européenne? Je vais prendre un cas qui est le cas du gaz, hein, typiquement dans le cas de la taxonomie. Bon, donc il y a eu des débats extrêmement vifs, très politisés sur l'inclusion. Ce qui était proposé, enfin, il y a eu rejet, comme on l'a dit, par 2 commissions du Parlement européen. Normalement, enfin, on espère que le vote en plénière va permettre d'avoir un résultat plus raisonnable. Mais le fait est que l'inclusion du gaz dans la taxonomie se fait à des conditions de production de CO2 par kilowattheure qui sont extrêmement ambitieuses et qui, aujourd'hui, ne correspondent à aucun projet viable dans les pays en voie de développement. Et donc la question qu'on a là-dessus, c'est comment est-ce qu'on doit agir sur des projets de ce type-là. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un décalage entre nos envies, nos ambitions. Il y a un décalage entre nos ambitions et la réalité. Et surtout, vous ne pourrez pas aller imposer à des pays en voie de développement qui développent des centrales à gaz en remplacement de centrales à fioul lourd ou de centrales à charbon, qu'on doit être à moins de 350 grammes du kilowattheure. Parce que c'est des coûts pour ces usines-là qu'ils n'ont aucune envie d'assumer. Donc, est-ce qu'on interdit aux banques européennes de financer des projets qui, dans ces pays en voie de développement, qui ne répondent pas aux standards européens, ou est-ce qu'on essaie d'avoir une approche un peu plus réaliste, un peu plus pragmatique, parce que à la fois c'est une question de compétitivité des acteurs européens et c'est une question de verdissement, c'est une question de transition
qu'on peut pas négliger. Donc on a des vrais sujets en matière de réglementation. Oui, l'Europe est plutôt en avance, c'est plutôt une juridiction qui a pris le sujet à bras-le-corps, mais avec ce vrai risque de faire un peu cavalier seul et d'en oublier d'être complètement réaliste. Voilà, Philippe, il y a vraiment un équilibre à trouver pour réussir à emmener tout le monde dans ce combat, justement, pour la transition énergétique. Mais évidemment, et il faut arriver quand même, dans une certaine mesure, à désidéologiser les débats. Ne pas penser qu'on peut, d'un coup d'un seul, arriver à l'objectif sans qu'il y ait la moindre transition en la matière. Ce que vous disiez est vrai. Aujourd'hui, dans nombre de pays africains, par exemple, mais pas que, l'un des soucis majeurs est celui de l'accès des populations urbaines à l'électricité. Que ceux qui ont traîné à Dakar, à Abidjan, à Douala, on sait très bien qu'il y a des journées marquées par des coupures de courant et que bien des gens ont leur petit groupe électrogène dans leur jardin pour faire la compensation. Lorsqu'il y a production d'électricité, c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans la mesure où il n'y avait pas véritablement de coût du carbone, eh bien, la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité dans un pays importateur, ça s'appelle le charbon. Et aujourd'hui, vous avez au Maroc, par exemple, alors le Maroc, c'est une aberration. Il ne faut pas oublier que le gaz naturel ne circule pas très, très librement entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie bloque totalement. Mais vous avez un certain nombre de centrales à charbon au Maroc. Vous avez des centrales à charbon à Dakar, etc. Et donc, on pourrait se dire naïvement, écoutez, faisons déjà quelque chose, passons à des centrales mixtes. Dans certains cas d'ailleurs, parce qu'il y a eu des flambées sur le prix du charbon, il était plus facile de passer même au fioul. Et donc, il y a déjà un énorme progrès à faire, justement, avec le gaz naturel. On peut, alors certes, le gaz naturel n'est pas parfait, c'est évident, mais sur 20-30 ans, je crois très franchement qu'il est à peu près incontournable. C'est d'ailleurs bien ce dont se rendaient compte les Chinois. Parce que c'est très mignon de dire « Ah, nous allons passer aux voitures électriques ». J'espère que tout le monde est venu aujourd'hui en trottinette et en vélo électrique. Mais la première flotte de voitures électriques au monde, c'est en Chine. Mais d'où vient l'électricité chinoise ? À 60%, elle vient du charbon. Les Chinois sont aujourd'hui les premiers producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. Il n'en reste pas moins que leur bouquet énergétique reste profondément marqué par le charbon. Et ça, c'est quand même le défi majeur. Alors là, je ne me situe plus au niveau européen, je me situe au niveau mondial. C'est d'arriver à décharboniser la Chine, 2, l'Inde. Rendez-vous compte que la semaine dernière, Coal India, qui est le charbonnage de France, le charbonnage de France des Indes, qui est en fait la société la plus importante de production de charbon au monde, qui ne suffit pas actuellement à la demande indienne, vient de lancer des appels d'offres pour la livraison et l'importation de charbon. Alors eux, ils importent leur charbon d'Indonésie, il est dégueulasse, mais ça fait rien, pour justement répondre aux besoins électriques de l'Inde. L'Inde a été soumise à une canicule qui, à côté la canicule française, est une douce rigolade. Donc il y a eu une énorme demande d'électricité. Ils avaient besoin de charbon. Donc je crois qu'il y a quand même un petit principe de réalisme. Je le répète, on a tous le même objectif, mais il y a aussi une chose dont il faut tenir compte, c'est que nous ne raisonnons pas à univers technologique constant. Les technologies évoluent. J'atteins assez vite mes zones d'incompétence absolue. Il me semble qu'il y a d'énormes potentiels, je le répète encore, dans le domaine de l'hydrogène. Frédéric Ancel parlait du potentiel solaire des pays du Sahel. Bon, peut-être que Siemens s'est cassé les dents, et de toute façon, le Sahel a bien d'autres problèmes aujourd'hui en termes de stabilité géopolitique, mais c'est vrai
parce que j'étais tombé sur un projet au Niger de production d'énergie solaire, et à partir de cette énergie solaire, de production d'hydrogène vert. Et là, l'hydrogène, je sais l'exporter éventuellement. Donc là, il peut y avoir des pistes qui, pour l'instant, sont, soyons honnêtes, vraiment à horizon relativement lointain, mais alors, ne boudons pas, oui, c'est vrai, vous avez payé votre essence 2 € et quelques le litre. Je suis à l'électrique. Comment ? Je suis à l'électrique. Ouais, d'accord. Bon, je ne veux pas... Bon, mais tant que nous sommes en France et que le gouvernement contraint EDF à vous maintenir votre tarif ménage à 70 € le mégawattheure, très bien. Je vous rappelle que nous sommes en moyenne au niveau européen plutôt proche de 300 et qu'il y aura un jour quand même où il faudra passer à la caisse, mon cher Fabrice, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour le gaz. Et finalement, cette contrainte du prix, elle va nous obliger à évoluer. Et peut-être même qu'elle arrivera à convaincre les banquiers et les investisseurs de mettre un peu d'argent là-dedans, parce que ça deviendra rentable. Ne croyez pas que ces gens-là sont prêts à investir s'il n'y a pas un retour sur investissement suffisant, hein. On n'en est plus au 15%, ça sent même. Ça sera quasiment le mot de la fin. Avant vos questions, on va vous faire passer le micro dans une poignée de secondes. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à poser chacun et chacune une question. Stéphane. Je voulais juste revenir sur ce sujet. C'est la question de la rentabilité que peuvent attendre les financiers qui pose la question plus large de la place qu'on donne aux financiers dans la question de la transition. L'Europe a choisi de mettre la finance au premier plan, au centre de la transition. C'est très intéressant, mais moi, ça m'inquiète un peu quand même sur un point, c'est que à vouloir à tout prix diriger dès à présent le maximum d'investissement vers les projets de verdissement, on risque de donner une prime aux technologies existantes et d'être en retard sur les technologies nouvelles. Vous parlez de l'hydrogène, la fusion nucléaire est un vrai sujet. Les Américains sont en train d'avancer objectivement à pas de géant là-dessus. Il y a encore eu des annonces hier sur les capacités de charge de leur tokamak. C'est extrêmement important de continuer à investir massivement sur des technologies dont on ne sait pas encore si elles pourront contribuer efficacement au verdissement. Or, aujourd'hui en Europe, ce n'est pas vraiment le chemin qu'on prend. Le chemin qu'on prend, c'est de dire il faut qu'on parte sur des technologies déjà éprouvées, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen de s'assurer de ne pas insulter l'avenir. Anne-Sophie Demornier, et ensuite vos questions. Oui, c'est vrai que ces risques-là dont vous parlez, il faut nous qu'on les quantifie. Alors après, c'est vrai qu'en fonction des investisseurs, on peut avoir des perceptions différentes. Nous, en tout cas, on maintient toujours notre position vis-à-vis des émetteurs, c'est que nous, on investit, mais à prime de risque qui correspond au risque qu'on prend. Et effectivement, que ce soit une émission, une obligation verte ou pas, derrière, l'émetteur reste le même. Et donc, il n'y a pas forcément de raison d'être moins rémunéré pour ce type d'investissement. Par contre, effectivement, une entreprise qui émet des obligations vertes plus qu'une autre, effectivement, on peut imaginer qu'elle se met en ordre de marche et qu'à terme, elle sera plus vertueuse et se prémunit de risques à venir. Bien, alors, on va prendre ce... Est-ce que vous pouvez me donner ce micro, s'il vous plaît ? Alors, monsieur, s'il vous plaît, spontanément, vous allez vous lever le dos. Voilà, c'est très très bien. Merci à vous. Il y a une énergie renouvelable et vraiment renouvelable par nature que je n'ai pas entendu mentionner cet après-midi et que j'en entends jamais mentionner, c'est la géothermie. Alors la géothermie, je parle de la géothermie haute température naturelle, pas celle qui sert à chauffer les immeubles à partir des nappes phréatiques. Donc je voudrais savoir pourquoi on n'en parle jamais et pourquoi on ne va pas, comme on vient de le signaler,
on ne va pas diriger des investissements pour la recherche dans cette voie qui, encore une fois, est vraiment le type même de l'énergie renouvelable. Merci beaucoup, monsieur, pour cette première question. Peut-être, professeur Chalmin, est-ce que... Le professeur est dans alors là, vous le poussez dans ses retranchements et dans son incompétence la plus totale. Ah bon ? Donc je suis à peu près incapable de vous répondre. Bon. Ceci étant, ce que vous avez dit tout à l'heure était tout à fait juste. Le fait de s'être concentré sur la première génération des énergies renouvelables nous a peut-être fait un petit peu oublier les potentiels des autres. La géothermie en fait partie, mais il y en a quand même pas mal d'autres. Vous pensez à quoi, par exemple ? Moi, je reviens toujours sur les histoires de biomasse. Oui, hein. oui. Je rêve du jour où, à partir de nos déchets ménagers, des déchets agricoles et forestiers, on saura produire de l'éthanol cellulosique, parce que là aussi, moi je veux bien vos histoires d'électrification, etc. Je pense que l'éthanol cellulosique, c'est aussi une solution en termes de carburant. De toute façon, il faut bien se dire aussi que pour chacune de ces sources d'énergie, il faut être aussi capable d'en faire un bilan carbone. Je rappelle que sur nombre de ce que l'on appelle de manière impropre des biocarburants, le bilan carbone et le bilan énergétique ne sont pas aussi extraordinaires que cela. Autant produire de l'éthanol au Brésil à partir de canne à sucre a du sens, autant faire de l'éthanol à partir de maïs aux États-Unis n'en a à peu près aucun. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bilan énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer. produire un litre d'éthanol à partir de maïs aux États-Unis. Donc si j'intègre toute l'énergie qui aura été nécessaire pour les moisbats et tous ces machins-là, eh bien j'arrive à un bilan énergétique qui est à peine à l'équilibre, voire pour certaines études négatif. Anne-Sophie ? Oui, c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est les capex des entreprises depuis 2014 sur les énergies primaires en règle générale avaient tendance à baisser. Alors le capex sur les énergies renouvelables remontait un peu, mais compensait pas du tout le capex sur les énergies primaires. Donc effectivement, un manque d'investissement là-dessus depuis 2014. Alors d'autres questions. Je vais vous donner la parole, monsieur. Stéphane Jordan, pardonnez-moi. Oui, alors. Sur la géothermie, je vois juste que la considération, j'ai pris prenez le micro, s'il vous plaît. L'Internet, oui. C'est que le coût d'installation est extrêmement élevé. Donc moi, je ne suis pas scientifique, mais apparemment, il y a un coût bien plus élevé que toutes les... Oui, mais le coût, à un moment donné, moi j'ai en tête quand même, il y a encore une dizaine d'années, l'éolien terrestre, et encore plus l'éolien offshore, ne tenait pas la route. Aujourd'hui, l'éolien terrestre tient la route. Ça n'est pas encore totalement le cas sur le solaire, mais on voit bien quand même qu'il y a que dès que vous arrivez à des effets de dimension, d'approfondissement des technologies, les éoliennes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les éoliennes d'il y a seulement une dizaine d'années. Alors, Stéphane, je prendrai une question aussi qui nous est arrivée à distance, et puis à vous, Sylvie, juste après. Je pense que la question de la géothermie profonde, typiquement, illustre assez bien la question justement de la rentabilité et du coût des différents types de projets. L'éolien, aujourd'hui, objectivement, on ne sait pas si ça fait du sens ou pas, à mon humble avis. Aujourd'hui, on a du mal à définir le coût réel des différents projets, des différentes technologies d'énergie durable. Et pour ça, il faut qu'on réussisse à mettre un prix sur le carbone. Et ça, c'est un vrai enjeu des négociations actuelles au niveau européen. Et accessoirement, pour mettre un prix sur le carbone, il faut mettre une taxe aux frontières sur le carbone, ce qui est une proposition française qui a plutôt bien avancé normalement pendant les discussions de la présidence, et on ne peut que s'en féliciter. Après, il y a la question de la factorisation dans les coûts des incertitudes et des risques, et je crois comprendre que sur certains projets de géothermie profonde, je crois qu'il y a un projet à Strasbourg, il y avait des effets sismiques. Question qui est... je pense que Philippe, c'est Caroline qui nous envoie ce message qu'on salue à distance, où qu'elle se trouve.
Quel est désormais le rôle des pays du Golfe ou de l'OPEP dans l'évolution des marchés des matières premières énergétiques? C'est vrai, on n'a pas du tout parlé de l'OPEP. Ça devient has-been ou pas, l'OPEP? Non, ça ne devient pas has-been. À la limite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la crise, elle est partie du gaz. Le pétrole, quand même, il a mis un certain temps à se remettre du coup de bambou de 2020. Il faut quand même vous rappeler que même si on oublie ce moment un très joli squeeze sur les capacités de stockage de pétrole aux États-Unis, pendant quelques heures, le prix du pétrole a été négatif, mais on était tombé quand même en moyenne au mois d'avril 2020 à $15 le baril de Brent. Bon, le résultat, et ça, Trump a joué un rôle instrumental là-dedans, en mettant autour de la table Poutine, MBS et quelques autres, et en leur disant, vous allez retirer, et les États-Unis vont vous y aider, vous allez retirer 10 millions de barils jour du marché. Le marché mondial du pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Donc, ils ont retiré 10 millions de barils jour du marché. Ça a permis au marché de remonter 30, 40, un petit peu mieux, donc, dans le courant de 2021. Mais à la limite, en 2021, le marché du pétrole était resté totalement raisonnable. Et puis, peu à peu, vous vous en souvenez, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus la Russie, s'était mis d'accord pour rajouter 435 000 barils jour de plus par mois. Pour l'instant, le paradoxe, c'est que la solidarité au sein de l'OPEP+, n'a pas été entachée par la guerre en Ukraine. Même si M. Biden, je me demande si Biden n'est pas actuellement en Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman avait quand même pas énormément apprécié les remarques, j'en conviens, totalement déplacées que les États-Unis avaient fait sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Enfin, quand même, si on n'a pas le droit d'exécuter tranquillement un journaliste dans un consulat, tranquillement, je ne sais pas de bon. Donc le résultat, c'est que l'Arabie Saoudite, qui est quand même finalement OPEP+, avec deux pôles décisionnaires, Arabie Saoudite d'un côté, Russie de l'autre. La Russie aujourd'hui se trouve confrontée quand même à des problèmes d'écoulement de son pétrole. Déjà, ils sont à 1 million de barils jour de moins que leur production normale. Et si les sanctions européennes, et je pense qu'elles vont quand même être effectives, si les sanctions européennes vont jusqu'au bout, on arrivera à 2-3 millions de barils jour de moins. Les pays de l'OPEP ont dit, nous, on ne change pas notre politique. Ils ont simplement accepté, sur juillet-août, d'augmenter non plus de 435 000 barils jour, mais de 640 000 barils jour, si mes souvenirs sont exacts, leur production mensuelle. Le problème, c'est que ça, c'est une décision OPEP+. Là-dedans, la Russie ne peut pas augmenter sa production. Elle est plutôt sur une phase de réduction. Puis il y a un certain nombre de pays de l'OPEP qui sont confrontés, eux, à un certain nombre de problèmes. C'est le Nigeria, c'est l'Angola, etc. Il ne faut pas que vous oubliez une chose. On a toujours tendance à penser que la détention de matières premières en général, et surtout de pétrole en particulier, c'est une rente, c'est un cadeau du ciel. Non, il y a une constante dans l'histoire des hommes, c'est la malédiction des matières premières. Et donc, des pays, regardez, les pays à la limite, vous les guillemets, presque les plus malheureux du continent africain, ce sont des pays pétroliers. C'est le Nigeria. La République démocratique du Congo, c'est pas un pays pétrolier, mais c'est un scandale géologique. Et ils crèvent de leur cuivre, de leur cobalt, etc. Et donc, quelque part aujourd'hui, les pays de l'OPEP, et la Russie aussi, ils sont tout aussi dépendants du marché mondial. Et ils sont dans une double dépendance. Alors pour l'instant, ils sont très heureux. Les prix du pétrole sont élevés. On est aux alentours de $120 le baril. Ça peut même monter encore un peu plus haut. Le prix du gaz est tout à fait élevé. Nos amis du Qatar en sont... Nos amis, j'ai mis des guillemets. Oui, hein, en sont... ça leur permettra de se payer de nouveaux footballeurs et enfin que le PSG arrive à gagner quelque chose. Ça peut peut-être arriver, ce genre
genre de choses, on ne sait jamais. Mais toujours est-il que ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont aucune envie d'augmenter leur production pour limiter nos problèmes. Et ils ont bien dit d'ailleurs qu'ils n'étaient aucunement dans leur plan, au niveau des pays de l'OPEP, donc de l'Arabie Saoudite, de compenser le manque à produire dont va quand même probablement souffrir la Russie dans les mois à venir. Alors, deux questions. Stéphane. Un mot, vraiment, mais un mot. L'OPEP, c'est pas encore ringard, mais ce qui est certain, c'est que dans le cadre de la transition, on passera d'une géopolitique du pétrole à une géopolitique des métaux. Et donc, ouais. qui ressemblera à quoi cette géopolitique des métaux? Qui seront les grands leaders? Alors ça, c'est difficile à dire, mais il est clair que toutes les technologies d'électrification réclament des métaux et des métaux spécialisés qui sont aujourd'hui assez concentrés en termes de production, parfois en Afrique, parfois en Chine. Vous doutez, Philippe? Non. En quelques secondes. En Chine, pour l'essentiel, sur la métallurgie des métaux. Car il ne faut pas oublier que nombre de métaux, nous avons exporté nos problèmes environnementaux. Pendant longtemps, la France fut le hub des terres rares. Le leader mondial des terres rares était une entreprise française, souvenez-vous, qui s'appelait Ron Poulenc, puis Rhodia, et c'était son usine de La Rochelle, laquelle traitait des minerais essentiellement en provenance d'Australie, lesquels étaient un tout petit peu radioactifs, et Rhodia a été amené, à l'époque, les terres rares n'étaient pas très stratégiques, Rhodia a été amené à arrêter pratiquement sa production. Aujourd'hui, la Chine, qui est le seul à accepter le caractère extrêmement polluant de la métallurgie des terres rares, la Chine représente 80% de la production mondiale. Oui, vous avez raison, il y a des tensions actuelles sur la première génération d'électrification. Parce que si vous roulez avec votre vélo électrique, il y a du lithium, il y a du cobalt. Alors je peux remplacer le cobalt par du nickel, mais de toute façon, j'ai des métaux aujourd'hui dont les prix ont flambé. Ceci étant, prenez en compte aussi le fait que assez rapidement, nous saurons gérer à ce niveau-là toute une économie du recyclage. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on sait parfaitement recycler les batteries automobiles. 60% du plomb dans le monde, c'est du plomb de deuxième fusion, donc du plomb recyclé. Il n'y a rien qui permette de ne pas imaginer qu'il en sera de même pour le lithium et le cobalt des batteries dans les 20 ou 30 années à venir. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet, sachant qu'on n'a pas quand même, à la différence du pétrole et du gaz, nous n'avons pas sur les matières premières minérales des niveaux de concentration géographique aussi marqués. On a des problèmes avec des pays instables, la République démocratique du Congo, on a des pays on a tous les pays d'Amérique latine, la Chili, le Pérou, on a aussi quand même ces énormes réservoirs, et qui sont quand même des pays relativement fréquentables, que sont le Canada et l'Australie. Question, s'il vous plaît. On va prendre trois questions et avec des réponses rapides à chaque fois. Allez, s'il vous plaît, madame. Monsieur Laurent Berger vient d'être réélu à la tête de la CFDT. Son syndicat avait vanté et inventé, j'allais dire, il y a quelques années, l'expression de transition juste. Allez-y, c'est bien, on vous entend. L'expression de... Oui, il avait inventé, créé plutôt il y a quelques années, l'expression de transition juste, qui était l'idée d'intégrer à la fois la transition énergétique, dont vous nous avez démontré que certes c'était une trajectoire imposée, mais qu'elle serait coûteuse, et d'en intégrer le volet social. En province, il y a peu de cravates jaunes, mais il y a beaucoup de gilets jaunes, et ils sont tout prêts à ressortir la fin du monde contre la fin du mois. Donc comment est-ce que, selon vous, on va pouvoir intégrer cet élément d'évolution sociale qui est nécessaire à court terme en allant dans le sens d'une transition énergétique, sachant finalement qu'on y rajoute un problème qui est qu'il va bien falloir financer la reconstruction en Ukraine. Les chiffres qui sont évoqués sont colossaux. On sait que ça va prendre des années. Il suffit de voir ce qu'a été la Normandie après-guerre.
et qu'à la limite, que le Donbass soit russe ou ukrainien, il faudra le reconstruire. Il faudra sans doute aider tout autant l'Ukraine que peut-être la Russie, tout au moins le peuple russe, si on ne veut pas aider M. Poutine. Donc comment peut-on gérer ces éléments de transition juste et le volet social de cette transition énergétique? Comment c'est intégré, justement, quand on réfléchit à la durabilité? Durabilité, synonyme aussi de performance également. Est-ce que c'est aussi synonyme, quelque part, de progrès social? Comment est-ce que tout ça est pris en compte? Anne-Sophie, on va commencer avec vous. Alors, ça ne répondra pas complètement à la question de Sylvie, mais c'est vrai que nous, on est obligé, mais on intègre les enjeux environnementaux. Par contre, c'est vrai qu'on essaie aussi d'intégrer les valeurs de nos clients, de nos sociétaires, et de toujours avoir en tête ce curseur environnemental et social, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de raison de financer que la partie environnementale sans oublier le social. Ça permet effectivement d'intégrer toutes les valeurs à nos investissements. Stéphane Giordano. Il y a quelque chose d'assez intéressant, hein, c'est le phénomène actuel d'inflation en France et en Europe. Ça peut être vu comme une répétition dont on pourra peut-être tirer des leçons de ce qui se passera ou de ce qui se passerait à l'issue de la transition. Ce qui est clair, c'est que typiquement, la mobilité coûte plus cher et l'alimentation de base peut coûter plus cher. Aujourd'hui, la réalité, et elle est cruelle, mais c'est la réalité, c'est qu'un Français plutôt pas trop aisé et qui vit en province subit beaucoup plus fortement l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui que quelqu'un qui vit au centre de Paris et qui travaille à la Défense. Il est clair que... À cause du carburant, à cause du prix du carburant notamment, tout à fait. Et ça, c'est un point qui devra être pris en compte par les sociétés occidentales dans leur évolution et qui est en train d'être pris en compte via la définition de ce qu'on a déjà comme taxonomie verte. On est en train de déployer une taxonomie sociale. Toute la question étant ensuite de savoir si chacune des deux taxonomies vit sa vie de manière séparée ou si on additionne les critères. Le problème étant évidemment que plus on va additionner les critères, moins on va avoir des projets considérés comme convenables à financer. Et puis après, il y a toute la question, là aussi, de l'exportation, de la territorialité et de l'exportation de nos standards sociaux. Est-ce qu'on doit exporter nos standards verts? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on doit complètement exporter nos standards sociaux? À un moment donné, le risque, c'est de considérer que le reste du monde n'est plus du tout fréquentable. Anne-Sophie, et on vous donnera la parole, madame. Une précision très très rapide. Effectivement, on l'a vu avec la taxonomie verte, ils ont fini par rajouter à la fin, effectivement, il faut que ce soit une activité durable d'un point de vue environnemental, mais ne pas porter préjudice au principe des droits humains. Madame, s'il vous plaît. Monsieur Chalmin, vous pouvez demander Monsieur Giordano et Madame de Mornay s'ils acceptent d'investir sur biomasse. C'est vrai que c'est une bonne question, mais je ne sais pas s'ils ont beaucoup de dossiers là-dessus. Encore une fois, la question là-dessus, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on mesure la profitabilité des futurs des investissements. Vous ne pouvez pas demander à un investisseur de financer un projet qui, en espérance, a un rendement négatif. Ça n'existe pas. Alors, si ça existe aujourd'hui, oui, il y a des projets qui sont financés alors qu'ils ont des espérances de rendement négatif. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une espérance de rendement positif en termes d'image. Et donc, plutôt que de se payer de la pub, parfois, les investisseurs vont aller sur des projets dont ils savent qu'ils ne vont pas forcément être rentables, mais qui vont leur permettre d'afficher une image de premier de la classe en matière de transition. Mais on ne peut pas avoir une stratégie de financement et une stratégie d'évolution holistique sur ces bases-là. Donc, il faut qu'on sache mesurer la profitabilité des projets en incluant le coût du carbone. Et de nouveau, je reviens là-dessus.
il faut qu'on ait un marché du coût du carbone qui soit efficace. Et on n'en a pas trop parlé ce soir, mais ça va être un enjeu majeur dans les années qui viennent, c'est de réussir à redéployer un marché du carbone qui donne un prix de manière efficace là-dessus. On a essayé de le faire, quand on a essayé de le faire, ça a été une catastrophe. Ça bloque où, là ? C'est quoi le principal souci ? La question, c'est le volume des droits qu'on émet et comment est-ce qu'on structure le marché pour éviter d'avoir toutes les inefficiences qu'on a eues lors des précédentes tentatives. Anne-Sophie, vous vouliez dire un mot, Philippe, et ensuite, autre question, puis je pense que ça sera quasiment la fin. Alors effectivement, il existe ce type d'investissement où on peut renier du capital financier pour aller vers du capital environnemental et ou social. Ça, c'est de l'investissement à impact. Après, la question, c'est nous, on gère votre épargne. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aller vers ce type d'investissement ? Voilà, c'est aussi la question. C'est l'appétit du client final et des épargnants sur le sujet. Philippe. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment parlé des marchés du carbone. Alors, la coupe est à moitié vide ou à moitié pleine. Elle s'est quand même un peu remplie. Hein. On a, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le prix du carbone ces jours-ci. On doit être quand même dans la zone des 80 € à peu près. C'est quand même, je vous rappelle que pendant des années, on s'est baladé autour de 5 €. C'est-à-dire que ça n'avait aucune importance. Que le marché était mal ficelé et donc pratiquement que toute cette finance carbone ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, il me semble que ça va plutôt dans le bon sens. J'ai même cru voir que l'on commençait à remettre en cause l'idée de donner des quotas gratuits, donc ce qui irait plutôt dans le bon sens. Le problème, et ça vous l'avez tout à fait bien souligné, c'est que oui, il faut donner un prix au carbone. Et du jour où vous donnerez un prix au carbone, le charbon ne sera plus. Aujourd'hui, si je ne donne pas de prix au carbone, le charbon, c'est la source d'énergie la moins chère pour produire de l'électricité. Pointe à la ligne. Si vous mettez un coup au carbone, vous changez totalement l'équation des choses. Bon, et y compris d'ailleurs en faveur du gaz. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait arriver à avoir un marché mondial du carbone. Et c'est là, moi, à titre personnel, l'économiste libéral que je suis pense que dans un certain nombre de cas, le marché, ce n'est pas la meilleure des solutions. Et que je ne suis pas sûr que le marché soit le meilleur des systèmes pour mesurer la valeur de ce que je qualifie être des biens communs. Le carbone, et au fond, qu'est-ce que le carbone si ce n'est une hypothèque sur le climat ? C'est un bien commun. Je préférerais 100 fois que lors d'une COP, alors ce sera la COP 35, 40, 50 peut-être, tout le monde puisse se mettre d'accord et dire, au niveau mondial, il n'y a plus à discuter, le prix du carbone, c'est 100 $ la tonne, 150 même, ce serait idéal. Ça, ce serait génial. Vous conviendrez avec moi que les COP... 24, 25, 26, je ne sais plus où ils vont aller la 27, parce que ça, ils aiment bien. C'est une merveilleuse agence de voyage. Et la trace carbone des COP, c'est quand même quelque chose d'effroyable. Alors la dernière fois, ils étaient à Glasgow. Ah oui, ils vont aller à Sharm el-Sheikh, non, c'est pas ça ? Ça dépend d'où on part. Bah oui, non, mais de la planète entière. Bah, on pourrait faire des COP virtuelles, maintenant on sait le faire, etc. Mais les COP... bon, alors certes, ça progresse un petit peu, on améliore, bon, mais... Objectivement, nous n'avons pas, pour l'instant, de prix mondial de référence du carbone. Le problème, c'est que maintenant, il y a une zone où on a un prix du carbone qui tient la route et qui commence à avoir finalement une signification économique et technologique, c'est l'Europe. Et on a à ce moment-là un problème, c'est que nous risquons d'importer des produits venant de zones où le prix du carbone, soit il n'existe pas, donc il est de zéro, soit il est très faible. Je vous rappelle que il y a un marché du carbone en Chine, et je crois qu'on est à 2 ou 3 $ la tonne, un truc comme ça. Enfin, c'est quand même, vous trouverez tout ça dans Cyclope d'ailleurs. Donc c'est extraordinairement faible. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place une taxe carbone
à l'entrée de l'Union européenne? Est-ce que vous serez capable de me calculer le bilan carbone du cadre de vélo importé de Chine? Vous imaginez l'usine à gaz, c'est le cas de le dire d'ailleurs, que l'on inventerait? Très franchement, la taxe carbone est une excellente idée. Matériellement, ça impliquerait donc que tous les produits importés par l'Europe subissent un check-up, une sorte de passe par un checkpoint dans lequel on évalue leur bilan carbone à chacun. Bon. Hein? Sympa comme truc. Monsieur? Oui, juste une remarque sur l'effet des mesures à l'égard de la Russie prises par la zone euro. Il y a une information cet après-midi de Rexecode, exportation vers la Russie, comparé mars-avril contre janvier-février 2022, moins 30 et quelques pourcents, moins 40%. Importation, plus 6,6%. Oui, mais ça, c'est en valeur. Eh ben ouais, en valeur. Parce que honnêtement, de la Russie, alors certes, peut-être avons-nous moins importé de vodka, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à importer de Russie, si ce n'est du gaz et du pétrole. Du gaz, pétrole et produits pétroliers. Car ne l'oubliez pas, dans la hausse des prix des produits pétroliers en Europe, donc que vous payez à la pompe, il y a certes le baril, mais il y a aussi le fait que, là encore, nous avions délocalisé nos problèmes environnementaux et on était vachement contents de laisser les raffineries ukrainiennes et russes fonctionner avec des normes européennes et nous exportant vers nous de l'essence et du diesel. Merci à tous. Ah, monsieur. Attendez, on va vous donner le micro, parce que les milliers de personnes qui nous suivent à distance... Il y a eu une étude donc, publiée aujourd'hui par EDF, quelque peu dérangeante, mais c'est juste pour le remarque. Avant de tout bazarder le nucléaire, quand même, le nucléaire émet 100 fois moins de carbone que le gaz pour la même quantité d'électricité produite. Et par rapport au solaire, c'est 8 fois moins. Donc, je crois qu'avant... et vous en avez, professeur, d'ailleurs, quand même, vous avez fait référence à ça avant de passer sur la transition des énergies nouvelles. Il y a peut-être quand même à avoir... Il y a des atouts en France. C'est peut-être une transition plus douce. Bon, allez, le mot de la fin. Nous en sommes tout à fait d'accord. Alors, je voulais simplement... mais c'est dommage, Frédéric Ancel n'a pas pu revenir. Alors, Frédéric, je viens de lui envoyer un petit SMS. Ça se prolonge la conversation avec son responsable, son dirigeant étranger. Il sera là dans un quart d'heure. Mais vous le verrez au... Alors, j'attire votre attention... Il y a de la vodka à l'apéritif, au cocktail, Pierre. Tout est prêt. J'attire simplement votre attention sur la une du Financial Times d'aujourd'hui. Je vais le montrer, Et où vous pouvez lire vieux amis, Xi apporte son loyal soutien à Poutine au moment où les dirigeants européens sont à Kiev. Je pense que donc ça s'est fait par coup de téléphone, bien entendu, mais pour l'instant, alors je n'ai pas lu le livre de Frédéric Ancel, mais ma thèse, c'est quand même de dire que la mondialisation telle que nous l'avons connue, elle est un peu du passé, que nous revenons au temps des fractures, et que la grande fracture de lecture du monde, ça va être d'un côté le camp, alors c'est plus des fractures idéologiques, c'est d'un côté le camp des despotismes, des autocraties, et de l'autre, le camp auquel nous appartenons, c'est-à-dire des pays où on peut avoir une certaine liberté de s'exprimer comme ce soir. Et qui gagne, on verra à la fin, évidemment. Si vous avez apprécié les interventions de tous nos amis, tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, et on salue tous ceux qui étaient en ligne. Vous pourrez revoir évidemment ce forum des auteurs. On vous rappelle donc ce hors-série, Transition verte, guerre en Ukraine, quel marché de l'énergie demain?
vivement le prochain forum des auteurs, bien entendu, mon cher Pierre. On va remercier donc évidemment Anne-Sophie de Morny, responsable durabilité et gérante de portefeuille obligataire chez MACSF, le co-organisateur de ce forum des auteurs, monsieur Stéphane Giordano, président de l'association des marchés financiers, la MAFI, Philippe Chalmin, allez voir le Cyclope, hein. Alors bon, prenez une valise à roulettes, je ne sais pas, enfin bon, voilà. 700 pages. 700 pages, voilà, bon, c'est très bien. Tout y est en même temps, évidemment. Je vous le disais, c'est la référence mondiale. Et puis Frédéric qui va redescendre dans une poignée de secondes, qui viendra vous présenter les voies de la puissance. Merci, bon été à toutes et à tous. Et puis maintenant, Pierre et Sylvie nous convient à un délicieux cocktail. J'espère qu'il est délicieux.